Ça a impacté effectivement le sol, ça a impacté la matière organique, ça a impacté la biodiversité, ça a impacté. Donc, on est dans un système qui a eu son succès économique. Je ne veux pas non plus dire le fait de demander aux chercheurs de l'INRA après-guerre, je ne veux pas leur tomber dessus, c'était de nourrir le monde. Donc, on a augmenté la productivité d'un facteur 4, je crois, ou 5. Voilà, il y a eu des effets quand même très positifs de cette agriculture-là, mais avec des externalités environnementales extrêmement fortes. Il n'est pas trop tard pour agir. On peut faire des choses plus simples, moins chères et valables, des conséquences vraiment positives sur l'environnement et sur la santé. MC Etal, l'interview de MC Etal Sa Science. Aujourd'hui avec Alain Broman, spécialiste du sol. J'ai échangé avec Alain Broman, qui est chercheur à l'IRD et président de l'Association française pour l'étude du sol, à l'occasion du podcaston. C'était l'épisode de la semaine dernière que je vous encourage à aller écouter pour un résumé rapide sur la santé des sols et la manière dont les différents types d'agriculture impactent le sol et sa pérennité. Cet échange était tellement riche que j'ai décidé de vous le partager dans son intégralité. On y parle des nombreux services que nous rend le sol, des transformations récentes de l'agriculture et même de l'impact de la guerre sur le sol. Malheureusement, notre rencontre a eu lieu virtuellement et il y a parfois quelques petits bugs dans la qualité du son. J'ai essayé de les supprimer autant que possible, mais il m'en reste quelques-uns, alors j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et sans plus attendre, on plonge dans le vif du sujet. Ma première question, c'était assez général, c'est quel est l'intérêt de s'intéresser au sol? Question pas facile. Alors pourquoi on s'intéresse au sol? Je vais le dire de manière personnelle et après je vais le dire de manière plus, dans une vision plus scientifique. Personnellement, j'ai pas été quelqu'un qui a travaillé sur le sol dès le début de sa carrière. Moi, je suis microbiologiste, je travaillais donc plutôt dans les environnements digestifs. C'était dans le microbiote intestinal. Et comme je suis intéressé au microbiote intestinal des insectes, notamment des termites, parce que j'ai une carrière où j'ai passé à peu près 14 ans en Afrique, et les termites sont extrêmement présents, notamment dans le sol, parce qu'on a une vision un petit peu des termites mangeant du bois en Europe, mais en fait, la moitié des espèces de termites, il y en a beaucoup, hein, il y en a 2006, mangent du sol. Et en Ok. fait, c'est à partir de ça que je me suis un peu intéressé au sol. Et puis, je me suis intéressé effectivement d'abord à le sol comme objet de biodiversité, parce que le sol, vous savez, héberge 60% de la biodiversité terrestre. Et c'est une biodiversité peu connue, mal caractérisée, hein. J'ai commencé mes études, on disait que 1% des micro-organismes sont connus, donc 99% ne l'étaient pas, qui fait que c'était intéressant de regarder. On est toujours en tant que scientifique plutôt intéressé par ce qu'on ne connaît pas. Mais en fait, il n'y a pas que les bactéries, c'est valable aussi pour les champignons, c'est valable pour les nématodes, c'est valable pour les acariens, c'est valable, enfin, toute une faune du sol qui est extrêmement présente, extrêmement diverse, mais très, très mal connue et dont les rôles sont encore assez mal connus. Bon, on a le ver de terre on- qui est un peu notre panda du sol, mais parce qu'il est, voilà, il est bien connu, il a été étudié par Darwin, mais le ver de terre, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a un océan d'autres organismes qui ont aussi une utilité. Et voilà. Donc ça, c'était un peu mon approche du sol. En fait, ce parcours-là, il résume aussi un petit peu le problème, la problématique du sol, c'est que extrêmement peu connu. À la limite, on connaît mieux le ciel que notre sol. Si je vous demande, je pense, de citer un scientifique du sol, vous aurez peut-être du mal. Alors, vous pourrez me citer Galilée, vous citer Copernic sur, pour la cosmologie et l'étude de la cartographie du ciel. Donc voilà, ça prouve qu'on a regardé plutôt en haut qu'en bas. Alors pour des raisons qui sont extrêmement diverses, à la fois des raisons presque sociales et religieuses, parce que le sol était un peu considéré comme ben, c'est proche de l'enfer, c'est là où on met les morts. C'était pas quelque chose de très attractif en soi. Deuxièmement, bah, un écosystème extrêmement compliqué, parce que le visible devient invisible. Donc en fait, on le foule, mais on le connaît pas. C'est un horizon en 3D, en trois dimensions, mais dont on a une vision que de surfacique. Et donc voilà, ça a été, moi je trouve que c'est aussi intéressant de regarder pourquoi justement on a tellement
c'est tellement intime notre relation au sol à travers l'agriculture, à travers les paysages. On adore en fait aller dans des paysages naturels où le sol quand même conditionne l'ensemble du paysage, mais quelque part c'est la variable cachée qui a été longtemps ignorée. On s'est intéressé aux végétaux, on s'est intéressé énormément. Il y a beaucoup de botanistes. Mais voilà, on a un peu oublié ce qui était en dessous. On a plus travaillé sur le dessus que le dessous. Parce que le sol, c'est le travail du dessous qui devient un travail, j'espère maintenant, du dessus. C'est-à-dire que on commence vraiment à s'y intéresser parce que on considère que les problématiques actuelles, hein, les trois problématiques actuelles des conventions onusiennes qui sont la désertification, le changement climatique et la biodiversité, eh ben, le sol réunit ces trois conventions. Comme je vous l'ai dit, il héberge 60% de biodiversité. La désertification, là, c'est effectivement une thématique très forte pour le sol, hein. Je suis dans une région méditerranéenne qui se désertifie. Les Pyrénées-Orientales, qui ne sont pas très très loin, avec 200 millimètres d'eau, bah, on est dans un processus de désertification. Et puis la troisième composante, qui est le changement climatique, bah, le sol, c'est une source, c'est à la fois un problème et une solution. C'est un problème parce que 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre viennent à la fois de l'agriculture, du sol, des rizières, et des modes aussi agricoles, que ce soit la mécanisation, le pétrole. Mais c'est aussi une solution dans le fait qu'il peut aussi stocker du carbone. Le fameux programme 4 pour 1000, c'était l'idée de pouvoir compenser les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, par l'apport de matières organiques dans le sol et son augmentation de 4 pour 1000 par an, hein, quand même. C'est pas quelque chose qui est... On ne le fait pas en une fois, il faut le faire chaque année. Et justement, de manière plus générale, est-ce qu'on pourrait s'attarder sur les services que le sol nous rend, à nous en tant que société, de manière totalement gratuite? On dénombre 24 services écosystémiques, hein. C'est une notion qui est apparue en 2005. Il y a des services de régulation, il y a des services de support, il y a des services sociaux aussi. Donc, le sol, par exemple, c'est un support pour les plantes, c'est aussi un support pour les constructions. Je vais peut-être préciser ce que c'est qu'un service par rapport à une fonction, parce que c'est quelque chose qui est toujours un peu ambigu. Une fonction, c'est ce que le sol fait pour lui. Il régule les nutriments, enfin, il régule, il stocke. Ça, c'est des fonctions qu'assure le sol. Le sol n'a pas un désir fondamental en lui de nous rendre service. Par contre, ce que le sol fait pour nous, une fonction peut avoir comme finalité un service pour nous, mais qui est, par exemple, le fait d'être un support de construction, le sol en lui-même n'en a rien à faire. Une vision donc très anthropisée, mais je la défends, hein. Elle est aussi normale d'avoir une vision anthropisée d'un système écologique. Mais c'était juste pour effectivement montrer que les services, c'est vraiment une vision de ce que peut nous apporter le sol à nous. Et ce qu'il peut nous apporter comme service, eh ben, effectivement, c'est très très large et c'est très multifonctionnel le sol. Le sol, la première service qu'il nous rend, c'est la production végétale, hein. 95% de notre alimentation vient du sol. Le grand service de la fertilité, en gros, qui est le premier service qui nous vient à l'esprit. Après, justement, avec les thématiques climatiques, eh ben, le fait du stockage du carbone par le sol, c'est aussi un service qui nous rend vis-à-vis de l'atténuation climatique. Il nous rend des services de régulation, notamment de l'eau et des contaminants. Le sol absorbe de l'eau. Une matière organique, par exemple, dans un sol, elle absorbe 40 fois son poids d'eau. Donc, quand il y a des menaces de, par exemple, on a perdu 50% de la matière organique des sols depuis à peu près les années 50, eh ben, on perd une capacité aussi de régulation de l'eau. On voit bien ce qui se passe dans les inondations actuellement. Ça peut être aussi l'artificialisation qui empêche ces phénomènes de régulation, hein. Le sol régule aussi la qualité, que ce soit de l'eau ou de l'air. C'est vrai qu'on a toujours un peu l'eau dans la tête, mais l'air est très présent, c'est un deuxième composant. Donc, Les grâce organismes du aux sol ont arbres besoin d'oxygène. ou comment ça fonctionne? Alors, c'est grâce à la végétation, c'est grâce aussi aux bactéries qu'il y a dans le sol, qui peuvent, par exemple, absorber le N2O ou l'émettre. Donc, il y a toujours ces phénomènes de régulation. Il y a des émissions, par exemple, le méthane est émis par les sols, mais il est aussi consommé par d'autres bactéries. Dans les études thermiques que j'ai étudiées, par exemple, il y a des bactéries qui émettent du N2O, mais il y a aussi des bactéries qui en consomment pour en faire du N2. Donc, c'est toujours ces phénomènes d'équilibre, et quand vous déséquilibrez d'un côté, eh ben, c'est ce qui se passe. Vous avez un problème de dérégulation. La dérégulation n'est pas que climatique, elle peut être aussi fonctionnelle. On abordera peut-être les problèmes de dysfonctionnement des sols à travers l'agriculture plus tard. Mais voilà, il faut voir le sol comme un mécanisme de régulation à une grande échelle, avec beaucoup d'interactions des organismes du sol entre eux. C'est une interaction de l'organisme et du minéral, parce que le sol a cette caractéristique d'être à la fois un côté vivant, évidemment, mais avec un substrat minéral. Et donc, ces interactions du minéral
et de l'organique. C'est vraiment la caractéristique du sol. Et ça, c'est des interactions qui font le sol, en fait, tout ce qu'on appelle la pédogénèse, hein, le fait comment le sol, à l'origine, le sol n'était pas là au tout début. Quand les terres ont émergé de l'eau, il n'y avait pas de sol. C'était des roches. Le sol, il vient d'un processus évolutif qui a été très bien décrit en pédologie. La première thèse, c'est fin du 19e, c'est pour dire que la pédologie, qui est plutôt vue comme une science de vieille barbe, et ben, en fait, c'est une science très très neuve, en fait. Elle a même pas, elle a juste un siècle et demi maintenant. Et en fait, les roches, elles s'altèrent avec le climat, avec le temps, et elles s'altèrent aussi grâce et à cause, hein, c'est un peu les deux, de la matière organique et des végétaux qui vont pousser sur eux. Il y a des végétaux qui poussent sur la roche, hein, on voit les lichens par exemple. C'est un peu le début du phénomène. Donc c'est cette alliance du dessus et du dessous, par des phénomènes à la fois physiques et biologiques, et puis l'apport de matière organique, l'apport d'azote. Par exemple, l'azote avant n'existait pas. Tout l'azote qu'on a dans le sol est d'apport biologique. Par contre, le phosphore, lui, il est plutôt d'apport minéral. Vous voyez, pour l'agriculture, on a besoin d'azote et de phosphore, mais les sources ne sont pas du tout les mêmes. Cette complexité, elle est, je dirais pas infinie, mais elle est extrêmement importante, d'où la complexité d'étudier un système comme ça, parce qu'il faut à la fois avoir des éléments de physique, de biochimie, de biologie, de géologie, de paysage et de géographie, parce que ça s'inscrit dans un paysage. Donc voilà, la pédologie, c'est une science de synthèse, en fait, que je trouve peu reconnue, parce elle a cette beauté du généraliste, je dirais un petit peu. Alors la pédologie, c'est cette science qui a vocation à décrire les sols. Est-ce que vous pourriez me décrire un sol en bonne santé? Alors j'imagine que c'est une question complexe, mais est-ce qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent nous guider pour définir ça? C'est une question qui est effectivement très compliquée parce que si on fait le parallèle avec la santé humaine, qu'est-ce que la santé d'un homme de 80 ans par rapport à un homme de 20 ans? Qu'est-ce que la santé d'un homme qui vit dans un climat sahélien par rapport à quelqu'un qui vit dans un climat plutôt sec ou norvégien? Mais on Et peut elle est très définir contextuelle. quelqu'un qui va bien, par exemple, qui a pas de Oui, douleur, mais qui elle a est. pas... Donc peut-être des choses un petit peu comme ça qui essayent qui sont générales. J'imagine que c'est beaucoup plus complexe, mais pour donner une idée peut-être à quelqu'un du grand public. Oui, oui, non, mais je vais répondre à votre question, mais c'est pour baser le débat au départ sur la contextualisation de cette notion. C'est-à-dire, elle est très contextuelle. C'est-à-dire que je ne J'imagine. peux pas parler de la santé d'un sol méditerranéen, calcaire, peu profond, de la même façon que je décrirais la santé d'un sol de la Beauce ou d'un sol breton. Ce n'est pas la même. C'est-à-dire que la notion de santé, elle est forcément liée au contexte pédoclimatique dans lequel on se trouve. Ça, c'est la première vision qu'on doit avoir. Un sol calcaire, il va peu minéraliser. Donc, il ne faut pas attendre des respirations ou des comportements microbiens très accélérés dans un système comme ça, alors que vous l'aurez dans un milieu tropical, ça sera complètement différent, ou dans un milieu même, exemple du bassin parisien, où des sols sont extrêmement, enfin, il y a des sols extrêmement fertiles, profonds, bien drainés, bien texturés, équilibrés. Donc voilà, au départ, c'est pour ça que je vais parler de potentialité et de réalité. En fait, là, quand je dis ça, c'est que c'est pour différencier la qualité d'un sol et la santé d'un sol. La D'accord. qualité d'un sol, c'est dû à ses propriétés inhérentes dont je parle. Sa texture, sa profondeur, sa pente, voilà, le climat qu'il subit. Même la matière organique, je dirais, parce que la matière organique, elle bouge sur un pas de temps d'une vingtaine d'années. Donc des propriétés, je dirais pas forcément inhérentes, mais pérennes. Disons, hein, qui ont un pas de temps de changement sur un temps très long, qui n'est pas le temps humain. Et donc, un sol, par exemple, si je reprends mon exemple du sol de la Beauce et du sol montpelliérain, ou du sol, disons, méditerranéen calcaire, ils vont avoir un potentiel de fonctionnement qui va être radicalement différent. Donc, a priori, la qualité du sol de la Beauce est supérieure à la qualité du sol méditerranéen, par exemple, pour le service de production végétale. Donc, sa potentialité à produire du blé va être pas le même dans ces deux cas. Par contre, une fois que vous avez dit ça, on se met maintenant à l'échelle humaine, c'est-à-dire l'impact des modes de gestion de ce sol sur le temps, c'est-à-dire que l'impact des pratiques agricoles, par exemple. Ben, si vous avez un sol effectivement de très bonne qualité, mais impacté par qui est très labouré, avec des engins lourds qui le tassent, avec beaucoup de pesticides qui réduisent la biodiversité, avec beaucoup d'extraction de matières organiques, parce que l'agriculture, c'est quand même
une extraction quelque part de matière organique. Donc, tout ça, eh ben, il va perdre de cette potentialité. Il va y avoir une réalité de fonctionnement qui peut être à 50% de sa potentialité ou à 80%. Il va perdre peut-être 80% de sa potentialité. C'est ça la santé. La santé, D'accord. c'est la réalité de fonctionnement du sol par rapport à la potentialité qu'il a. En fait, si on mesurait, c'est pas toujours possible encore, mais dans l'idéal, il faudrait mesurer la différence entre potentialité et réalité de fonctionnement. Ça serait cette différence-là qui pourrait dire j'ai un sol en bonne santé ou j'ai un sol en mauvaise santé. C'est ce que font déjà pas mal de mesures. Par exemple, si on prend la mesure du réseau, la réseau de mesure de la qualité des sols qui est fait par l'INRA à Orléans, vous avez donc 2200 points qui sont répartis tous les 16 kilomètres en France, qui sont mesurés sur des paramètres quand même qui étaient au départ beaucoup physico-chimiques. Maintenant, il y a du biologique hein, dessus. D'accord. Mais au départ, je vais rester sur le physico-chimique. Et ça, ça nous permet de mesurer l'état de nos sols en France. C'est-à-dire de savoir si nos sols sont de bonne qualité. Est-ce qu'ils ont encore de la matière organique? Est-ce qu'ils ont encore du phosphore, de l'azote? Mais ça ne vous dit pas l'état de leur fonctionnement. Ça vous dit ce qu'ils sont. C'est comme si, quelque part, je disais, je fais une cartographie de la population française et j'ai son nom, j'ai son adresse et je sais s'il a 60 ans ou 30 ans, voilà. Mais je ne sais pas si c'est un coureur automobile, s'il fait du crossfit tous les jours, ou voilà. Donc je ne sais pas son état fonctionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut bien différencier les deux, parce que la première, cette mesure qualitative que fait le RMQS, vous permet de savoir que l'état a un peu de dégradation du système. Il reste que nos sols restent en bonne qualité. On fait tous les 15 ans, donc tous les 15 ans, on peut savoir si on a perdu de la matière organique, si les sols se sont salinisés, si on a perdu de l'azote, si on a perdu de la biodiversité. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Mais pour un agriculteur, c'est pas forcément ça. Enfin, lui, il va avoir le sol tel qu'il est. Oui. Il est en Beauce, ou il est en Brie, ou il est en... Lui, voilà, il part d'un état T0 et il va faire une pratique qui va être plus ou moins impactante. Et c'est ça, là, que la santé des sols, les indicateurs de santé des sols vont intervenir, qui sont d'ordre différent. Parce que là, on n'est plus sur mesurer tous les 15 ans ou tous les 20 ans. Ça, c'est pas des indicateurs qui vont être très performants pour les agriculteurs. Lui veut savoir si, il est dans la bonne direction chaque année. Donc là, il faut des indicateurs beaucoup plus dynamiques. Donc, Oui, il faut beaucoup des plus indicateurs fréquent. voilà, qui aussi ont une variabilité dynamique plus importante. Au lieu de mesurer que la biomasse microbienne, et bon, on peut mesurer aussi la respiration du sol, enfin, le mesure d'activité en fait microbienne. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, mais c'est pas les mêmes objectifs. Les deux sont extrêmement importants. C'est pas de dire la qualité c'est mieux que la santé ou la santé. On a besoin des deux. On a besoin de savoir l'état de nos sols en France, mais on a besoin aussi pour l'agriculteur de voir l'impact de ses pratiques sur le sol. Je voulais rebondir sur la partie agriculture. Justement, on entend beaucoup que l'agriculture, notamment l'agriculture intensive, peut appauvrir le sol, va être un peu dans un cercle vicieux qui nécessite de plus en plus de pesticides, d'apports d'azote ou d'engrais chimiques. Est-ce que c'est une idée qui est correcte et si oui, de quoi il s'agit exactement? Oui, oui, c'est une idée qui est correcte. En faisant un peu d'histoire de l'agriculture, on a basculé à peu près après la Seconde Guerre mondiale dans une agriculture industrielle. L'agriculture a été le dernier maillon de l'industrialisation du système. On a industrialisé l'industrie à la fin enfin, en 19e. Mais l'agriculture était restée un petit peu d'agriculture familiale, de bocage, avec des fermes de petite surface, avec aussi un nombre d'agriculteurs très important. On était dans la fin de la guerre dans les 7 à 9 millions de mémoire. Je crois que dans les 7, ça sera vérifié. On a moins de 400 000, hein, donc on a perdu, je veux dire, on a perdu un monde quelque part. Les penseurs du libéralisme et les penseurs quelque part de l'industrialisation ne pensaient pas qu'on pouvait mettre la machine au champ. C'était pour ça qu'on a mis un peu de temps à industrialiser l'agriculture, mais une fois qu'on a compris qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait synthétiser, vous connaissez tout ça dans la Révolution verte, le fait que les industries de guerre se sont reconverties pour faire de l'azote notamment. Donc il y a eu tout un écosystème qui s'est bâti basé sur, on est revenu en fait à une notion extrêmement simple du sol. Le sol est redevenu un support, ce qu'il n'était pas dans les années 30, hein.
En fait, le sol était beaucoup plus vu comme un écosystème avec vivant dans les années 30 que l'après-guerre. C'est assez incroyable. En fait, on a l'impression qu'on a une vision un peu linéaire de notre perception du sol, mais les notions de santé des sols existaient bien avant la guerre. C'est une notion D'accord. qui a débuté par Hippocrate, justement, dans l'Antiquité. Donc, c'est une vraie vieille notion de penser que notre bien-être alimentaire et notre bien-être même social dépend aussi de la bonne santé de notre écosystème, de notre environnement. Hein, cette notion maintenant de One Health a été très présente dans l'imaginaire, notamment des associations. Je conseillerais de lire un peu ce qu'a fait Cécile Plessis là-dessus, qui est vraiment intéressant. D'accord. Et donc, en fait, tout ça, ça a été balayé. Et donc, on a effectivement revenu à le sol comme une surface. Et ce qui lui manquait, bah, il fallait l'ajouter, quoi. En gros, il manquait le phosphore, bah, les engrais. Ce qui nous embête, on homogénise le système, on fait de la monoculture intensive. Donc, bah, forcément, quand vous faites un système comme ça, vous dérégulez votre système écologique. Et donc là, ben, c'est des pathogènes qui apparaissent. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on connaît très bien en écologie, hein. Quand vous dérégulez un système, et ben, la pathogénicité, elle apparaît en général. Parce que sinon, vous avez des mécanismes de régulation qui fait que bah, les pathogènes, ils sont en général laissés à un niveau qui n'est pas celui qu'on trouve dans l'agriculture moderne. Parce que là, il n'y a plus du tout de diversité des substrats. On est sur des monocultures intensives. Canne à sucre, par exemple, dans les pays tropicaux, c'est 40 ans, 50 ans. J'ai travaillé sur les VA, c'était 75 ans d'agriculture. Donc en France, on a des rotations peut-être, mais il y a des gens qui font du blé sur blé depuis longtemps. Donc ça, c'est des phénomènes qui ont absolument impacté tout. Ça a impacté effectivement le sol, ça a impacté la matière organique, ça a impacté la biodiversité, ça a impacté. Donc on est dans un système qui a eu son succès économique. Je ne veux pas non plus dire le fait que l'INRA, enfin qu'on a donné, on a demandé aux chercheurs de l'INRA après-guerre, je ne veux pas leur tomber dessus, c'était de nous ouvrir le monde. Donc on a augmenté la productivité d'un facteur 4, je crois, ou 5. Donc voilà, il y a eu des effets quand même très positifs de cette agriculture-là, mais avec des externalités environnementales extrêmement fortes, dont, soyons clairs, on s'en est pas préoccupé. Maintenant, nous reviennent dessus. Vous parlez d'externalité environnementale. De quoi il s'agit au juste? C'est tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire perte de biodiversité, hein, les sols, quand vous avez 60%, ben, quand vous mécanisez et quand vous faites du labour, eh ben, vous enlevez les champignons, vous enlevez la faune du sol, les vers de terre, enfin, en tout cas, vous les impactez, vous les enlevez pas. Et après, ça dépend le labour, ça dépend de la profondeur, du rythme aussi. Si on en fait 3 par an ou si on en fait un tous les 2 ans. Enfin voilà. Après, il faut pas non plus stigmatiser les modes, mais disons, je parle d'agriculture intensive, cette agriculture intensive, avec aussi une séparation, une spécialisation qui a fait que avant ces petites agricultures que je vous décrivais dans les années 30-40 étaient des agricultures où l'élevage était intégré dans la culture. Maintenant, on a complètement séparé. Il y a Oui. les éleveurs et il y a les agriculteurs. Ce côté cycle d'économie circulaire de la matière organique qui existait dans ces fermes où il y avait une combinaison de l'agriculture et de l'élevage, eh ben, a disparu. Donc la matière organique, il a fallu la porter, et ça, c'est pas toujours évident, c'est un coût. Et puis, on a considéré de manière un petit peu, ça c'est aussi peut-être le manque d'information qu'on avait, eh ben, de dire que le sol il est inépuisable à un certain moment. Et ben non, le sol il n'est pas inépuisable, il est comme tout. Oui, rien n'est réellement inépuisable, on finit par s'en rendre Oui, oui, on compte. a considéré, mais ça c'est de manière générale, que Gaïa, la Terre, les ressources étaient épuisables. Il n'y avait pas de coût. Donc c'est un vieil étiage, mais économique. L'économie libérale, elle s'est basée sur le fait que les ressources étaient gratuites. Oui. Bah non. Et le fait d'enlever une forêt et de mettre de l'agriculture derrière, la forêt ne vaut rien. La notion de service écosystémique a été mise en 2005. C'est pour dire si la forêt, elle apporte des services de régulation climatique, voilà. Mais ça, avant, c'était pas quantifié. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écologues qui n'aiment pas cette notion de service écosystémique parce qu'ils disent que c'est une vision anthropique. Mais en même temps, si on ne met pas un prix sur la nature, eh ben, quelque part, on la détruit. On ne peut pas l'apprécier que parce que c'est beau, pour des critères esthétiques, parce que personnellement, j'aimerais bien. Mais le critère esthétique, pour un économiste, peut-être qu'il peut le prendre en compte, mais il va d'abord savoir si effectivement, en détruisant sa forêt, combien d'argent je vais mettre pour compenser les services que la forêt faisait. Et ça, c'est calculable. L'eau qui était filtrée, bah, maintenant, je dois mettre une usine pour dépolluer l'eau. Donc Ouais. voilà, qu'est-ce que ça va faire? C'est ça le prix qu'on doit mettre au système. Bon, vous aviez déjà partiellement répondu, mais donc à quoi ressemblerait une agriculture plus respectueuse pour l'environnement?
Est-ce que ça ressemble plus du coup à... Donc vous parliez de rotation, que le rendement était énorme. Est-ce que ça pose un problème en soi? Les principes de l'agriculture de conservation, qui sont le fait de couvrir le sol de manière permanente parce que ça permet de lutter contre la principale menace qui est l'érosion. Ça permet aussi effectivement de maintenir aussi une vie biologique plus importante, hein. Les racines font partie de la vie biologique. Le fait de ne diminuer au moins le travail du sol. Si on peut, si on a des sols qui sont compatibles, de pouvoir ne pas travailler le sol, ça serait effectivement la meilleure des manières. Mais ça peut amener des processus de compaction. Donc, comme je le disais, tout est contextualisé, donc il n'y a pas de solution miracle. Il faut l'adapter au contexte pédologique. Mais disons que la réduction du travail du sol à un minimum est plutôt une bonne chose. Le troisième élément, c'est la rotation culturelle ou l'association. Le fait de Ouais. réintroduire de la biodiversité dans un système, que ce soit en changeant par les rotations, les associations lumineuses avec des céréales, et puis c'est aussi une sécurité alimentaire, parce que s'il y en a un qui ne marche pas bien, vous avez d'autres, donc c'est aussi une manière de pouvoir assurer à l'agriculteur un revenu. Plus vous diversifiez effectivement vos cultures, mieux c'est. Si possible, de réintroduire de l'élevage, afin de retravailler sur cette économie circulaire que je disais tout à l'heure. Je vais revenir un peu sur cette notion parce qu'elle est importante. L'agriculture, il se différencie d'un système écologique naturel par le fait justement qu'on cyclise plus les cycles biogéochimiques. Une forêt, c'est pas le système le plus productif du monde, une forêt. Même à son état, je dirais climaxique, c'est-à-dire son état stationnaire, ça ne produit plus grand-chose, mais sa caractéristique, c'est qu'il y a très peu de pertes dans le système. De l'azote, le phosphore, l'eau, tout Oui, est très vraiment bien cyclique. régulé au maximum. Voilà. Donc, en fait, ce qui est produit est recyclé et avec le minimum de pertes. Il y a toujours, hein, il n'y a pas de système à 100% de recyclage, on le sait bien, mais c'est un système qui s'auto-entretient. L'agriculture ne peut pas être basée sur ce système-là, parce qu'on est sur une exploitation de la matière Mhm. organique, donc on ne peut pas avoir ce système. Comparer l'agriculture à la forêt n'est pas forcément pertinent d'un point de vue scientifique. Mais la forêt peut nous apprendre aussi que plus on cyclise, mieux c'est. Et on peut essayer, dans une agriculture même moderne, d'essayer de compenser, par exemple, les pertes de matière organique. Si vous faites, ça peut être extrêmement simple. Ça peut être, par exemple, on a en France considéré que la sélection variétale, on allait sélectionner des blés qui étaient relativement petits. Pourquoi? Parce que ça permettait de lutter contre le casse au vent, en fait. Les blés, quand ils sont plus grands, ben, ils peuvent être abattus par le vent. Mais la contrepartie qu'on a de ça, c'est que du coup, on laisse beaucoup moins de matière organique au système. Vous avez des blés qui étaient beaucoup plus grands, et ben, vous pouvez restituer de la paille de manière beaucoup plus grande. C'est ce que font les Suisses, par exemple. Et donc, en D'accord. fait, c'est pour vous montrer que l'ensemble de la chaîne causale de l'agriculture est à prendre en compte. C'est-à-dire, ça va de la sélection variétale, sélectionner des semences qui sont aussi plus résilientes, c'est-à-dire moins soumis. On a soumis les semences, en fait, on a sélectionné par rapport à la réponse aux engrais. Donc, Oui. quelque part, quand on dit que l'agriculture biologique est moins productive que l'agriculture conventionnelle, ben, je suis pas si sûr que ça, parce qu'on ne compare pas la même chose. On compare des plantes qui ont été biberonnées aux engrais. Alors évidemment, quand vous en mettez pas ou peu, ou de manière différente, et ben, du coup, ils vont répondre de manière négative. Mais si vous avez sélectionné des plants qui étaient effectivement beaucoup plus résilients, qui pouvaient s'adapter à des sols peu riches en phosphore ou en azote, et ben là, la problématique est complètement différente. Donc ça, vous voyez, c'est une notion. Il faut partir de la semence, il faut partir sur le travail du sol, il faut partir sur les rotations culturales, il faut partir sur la diversité biologique. Voilà, tout ça. Mais ce pas des principes extrêmement difficiles. Bon, il y a 11 principes de l'agroécologie, mais c'est trois principes de l'agriculture de conservation. Alors, l'agriculture de conservation, il y a quand même un problème, c'est que comme ils font des associations culturelles ou des rotations, par exemple, ils font un semis d'hiver ou de printemps, qui vont rabattre au moment de cultiver. Et on rabat par souvent des herbicides, le fameux glyphosate. Donc, l'agriculture de conservation a cette fragilité écologique d'utiliser effectivement du glyphosate. Alors que l'agriculture biologique n'utilise pas de glyphosate, mais laboure souvent pour gérer les adventistes et les mauvaises herbes. Donc on n'est pas encore arrivé à un système le plus vertueux, ça serait en fait
ce que j'appelle la culture ABC, c'est-à-dire AB pour biologique et C pour agriculture conservation, ça serait d'avoir les principes de l'agriculture de conservation sans pesticides, sans herbicides. Ça serait pour nous le Graal. Et il y a des gens, des agriculteurs qui font ça. J'étais aux journées, ce qu'on appelle les décompactés de l'ABC. C'est des D'accord. agriculteurs qui essayent de dépasser ces clivages, parce que c'est presque des clivages idéologiques, hein. Les gens qui font de l'agriculture de conservation et de l'agriculture biologique, eux, ils essayent vraiment de dépasser ces clivages et d'aller vers une agriculture qui combine les avantages de l'un et de l'autre. Et si on arrive à faire ça, ça serait le Graal. Alors je dis pas, c'est pas facile. Après, je me méfie du, il n'y a qu'à faucon, quoi. Parce que je sais que le monde agricole, il est soumis à plein de normes, plein de règles. Il y a la PAC. C'est vraiment pas facile d'être agriculteur. Moi, je suis pas agriculteur, donc donner des conseils aux agriculteurs, il faut faire attention. Il faut que ça soit un échange, en fait. Oui, oui, voilà. Puis, en fait, le discours des scientifiques, là, qui pose problème vis-à-vis des agriculteurs, c'est que la force de l'agriculture conventionnelle, l'agriculture industrielle, c'est sa simplicité. Justement, elle n'était pas contexte dépendant. On labourait, ça homogénéisait le système. Quand il y avait un problème, on mettait des pesticides. Quand il y avait un problème d'herbicide, d'herbe, on met des herbicides ou on laboure. Quand il manque quelque chose, on l'ajoute. Que ce soit dans le climat méditerranéen, dans le climat bossois ou dans le climat du Nord, bon, on fait la même chose. Bon, avec des doses, je caricature un peu, mais l'idée de l'homogénéisation des systèmes a été au cœur de la révolution industrielle. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on soit contexte dépendant, qu'il faut faire attention. Donc, on réintroduit la complexité, en fait. Oui, toute la C'est-à-dire, on dit à complexité du l'agriculteur sol qu'il dont faut. vous parliez au début, en fait. Donc, Ben remettre, oui, il n'y a pas une on peut pas solution qui faire marche partout partout. Ouais. pareil. Quand il y a un coteau, ben il y a de l'ombre, donc il faut. Ils savent tout ça, hein, les agriculteurs. C'est les meilleurs connaisseurs de leur système. C'est pas nous. Mais voilà, c'est leur dire aussi, ben, ils vont du coup passer plus de temps au champ. Parce que l'agriculture biologique, il faut être plus présent. Ça demande plus de ressources humaines. Donc, c'est plus cher. La ressource humaine, c'est effectivement ce qui coûte cher maintenant. Donc, voilà, c'est pas forcément de dire ah ben, ça serait facile de faire la transition agroécologique. Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un autre modèle. Mais c'est un modèle qui est quand même beaucoup plus vertueux, même économiquement. Cette petite agriculture donc, que je vous décrivais dans les années 30-40, elle n'était pas endettée Oui, comme l'est maintenant, comme le sont les agriculteurs. Alors, bon, on va pas revenir à la bougie et dire il faut revenir à cette petite agriculture. Mais, comme je disais, cette réintroduction de l'élevage, cette économie circulaire, je pense qu'elle doit être au cœur de l'approche économique. Et si vous n'utilisez pas des engrais, c'est aussi un coût économique que vous avez en moins. C'est aussi un coût écologique parce que les engrais, bah, c'est de la volatilisation de l'ammoniac. Voilà, on paye actuellement, et ça, quelque chose qu'il faut marteler, c'est quand on dit que l'agriculture biologique produit des produits plus chers par rapport à l'agriculture conventionnelle, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans l'agriculture conventionnelle, on ne paye pas les externalités. Si vous payez le porc breton en incluant le coût de dépollution des nitrates dans les nappes phréatiques et dans les plages, vous proposez que le prix du porc ne serait pas exactement au même niveau. oui, c'est Donc juste. ces externalités, nous, on les paye en tant que citoyens, mais elles ne sont pas incluses dans le prix. Non. Oui, Et là, à alors que la l'agriculture caisse, on la biologique, voit bah, pas, du coup, mais c'est la société qui le paye eh dans ben son oui. ensemble. Ouais. Et c'est nous qui les payons. C'est 80 milliards. Je pense que ce chiffre est à vérifier, mais le prix de la dépollution en France chaque année, il est énorme. Et Oui, ça, c'est décorrélé du prix de ce qu'on paye. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense que devraient savoir les consommateurs, c'est que c'est un faux prix qu'on paye de l'agriculture conventionnelle. On ne paye pas toutes ces externalités dont je parlais, qui ont un coût, qui ont un coût pour nous. oui, bah ça c'est oui quelque chose qui revient beaucoup, surtout toutes les conséquences de la crise climatique. Il y a beaucoup de coûts qui sont pas qui sont répercutés sur la société directement, donc on les prend pas en compte de manière individuelle, mais en fait on les paye effectivement. C'est toute l'attaque sur l'agriculture biologique qui vient de là. On dit, ah là là, mais c'est bien, c'est des gens qui veulent revenir à la bougie, c'est plus cher, c'est fait pour les bobos des villes. Ben non, parce que on respecte plus l'agriculteur dans l'agriculture biologique. Quelque part, il prend moins cher, il y a moins de leucémie, il y a moins, enfin, il y a quand même, on sait maintenant quand même que l'agriculture conventionnelle, c'est aussi un danger pour les agriculteurs eux-mêmes, Oui, bah parce ça qu'ils sont en de contact avec plus des produits de plus en chimiques qui plus, oui. sont extrêmement nocifs. Et donc, du coup,
cette dualité, elle est pour moi extrêmement gênante, parce qu'au contraire, je pense que l'écologie, l'agriculteur, et quand on arrive à instituer un échange, on est souvent d'accord. On est Oui. souvent sur les mêmes choses. Après, on n'est pas pris dans les mêmes contingences économiques qu'un agriculteur. Donc voilà, comme je le disais, c'est que il faut raison garder quand on donne des conseils. Il faut le mettre quand même, voilà, entre parenthèses, le fait que tout n'est pas simple à mettre en place. Ça a des coûts, ça a des conséquences, et que voilà, on peut pas. Oui, et puis il y a un Mais système la science a des par-dessus solutions, c'est ce que je qui... veux dire. Et la science, c'est pas forcément de faire du high-tech, quoi. C'est pas de dire, ben, on va faire des OGM ou on va faire des choses comme ça. Non, on peut faire des choses plus simples, moins chères et valables, et qui ont des conséquences vraiment positives sur l'environnement et sur la santé. Mais ce que je veux dire, c'est il n'est pas trop tard pour agir. Ça, c'est quand même un premier message. J'ai peut-être trois messages à synthétiser. Le premier message, c'est que le sol n'est pas une ressource renouvelable. C'est important parce que comme on voit le sol un peu partout, on a l'impression qu'il y en a. Mais non, on perd 22 000 hectares par année en France, c'est-à-dire un département tous les 6 ans. Et ça, on le perd à l'artificialisation des sols ou c'est aussi l'érosion, par exemple? On le perd en artificialisation des sols. Alors vous avez raison, l'érosion fait aussi perdre de la. C'est pas une perte du sol en soi, c'est la perte de la surface et notamment de la partie peut-être la plus fertile des sols qui part dans les. Si vous allez dans les nord-est de la France, par exemple, où ils font beaucoup de culture de pommes de terre, vous avez une érosion, mais qui est visible à l'œil nu. Et donc les trois messages, le sol n'est pas une ressource renouvelable et c'est une ressource rare. Donc il faut la protéger, évidemment. C'est pas ce qu'on a fait, comme on a parlé de l'agriculture industrielle, c'est pas vraiment ce qu'on a fait ces dernières années. Le deuxième message, c'est qu'on a des solutions. Le sol se dégrade, mais il n'est pas trop tard pour intervenir. Alors évidemment, quand il y a des pollutions, par exemple, par des contaminants à longue durée, c'est plus compliqué. Donc il y a des sols qui sont contaminés et dont on ne pourra plus faire à une échelle humaine de la production végétale. Donc on pourra peut-être faire d'autres types de production qui ne soient pas de type végétal. Mais on peut réhabiliter un sol. Ça prend du temps. C'est beaucoup plus coûteux que, vaut mieux ne pas le dégrader, parce que le coût comme tout d'ailleurs, hein, en général, le coût de la préservation est toujours beaucoup plus petit que le coût de la réhabilitation. Et le troisième message, c'est que il faut agir maintenant. Là, on est dans un moment, je veux dire, Charnière. si l'agriculture, il y a le basculement vers l'agroécologie, il se fait de manière très lente. Et pour l'instant, en gros, il y a 10% d'agriculture bio en France, 90% sont donc en conventionnel. Et pour l'instant, il n'y a pas d'aide à cette conversion. C'est-à-dire que pour l'instant, je pense que le monde politique, quand je dis le monde politique, c'est l'Europe, comme ça, n'a pas pour la PAC notamment, les leviers importants de cette transition sont d'ordre à la fois personnel, c'est les modes des consommateurs, mais aussi à des leviers politiques importants. Et ces leviers, il faut aider les agriculteurs à bouger, parce que tout seuls, ils n'y arriveront pas. Oui, et Et puis le monde scientifique, il doit aussi se mobiliser pour aider le monde agricole. Et là, il faut sortir d'un académisme pur et dur et qu'il y ait beaucoup plus de liaisons. Les agriculteurs ont besoin de conseils sur place. Et donc voilà, il faut aussi réhabiliter un écosystème d'interaction entre le monde scientifique, le monde des bureaux d'études, le monde des chambres d'agriculture. Et donc, tout ça, ça doit fonctionner ensemble parce qu'on a un but commun. Il est quand même effectivement qu'on préserve les sols et qu'on donne une nourriture qui soit de la plus grande qualité possible. je vous remercie. Une dernière petite question si vous avez encore le temps. Alors j'essaie toujours de relier mon podcast avec l'actualité et malheureusement en ce moment c'est la guerre. La guerre ça a aussi des conséquences sur le sol avec l'armement qui est déposé, la pollution, etc. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose... Je sais que par exemple, l'Ukraine est un peu un grenier de l'Europe. Vous savez que les sols, on appelle les carnothermes, ce sont des sols extrêmement riches, qui sont un peu notre icône en tant que pédologue en termes de type de sol en bonne santé, enfin de sols riches et qui sont des sols profonds, bien drainés, avec de la matière organique, enfin, voilà, avec un équilibre textural. Bref, c'est des sols qui sont un peu notre étalon, je dirais. Ils sont extrêmement impactés. Donc, quand vous avez des mines antipersonnelles qui sont mises dedans, toute la pollution des métalliques, hein, les obus, toutes les armes qui sont tirées provoquent de la pollution. Bon, il y avait aussi le fait que les Ukrainiens utilisaient des méga fermes qu'ils avaient et déjà ils impactaient, comme on a dit tout à l'heure,
par les méthodologies de l'agriculture industrielle, c'était des fermes de 1000 hectares avec des moissonneuses-batteuses géantes. Donc déjà, ils avaient été bien impactés Impacté. par ça, mais alors je veux dire, là, la couche en plus de la guerre, ça, c'est vraiment terrible. Ce type de sol dont vous parlez, c'est Oui. principalement dans cette région-là ou ça se trouve aussi Oui, alors il faudrait vérifier. Il y a des sols en Russie qui sont des carnosières, mais en Ukraine, enfin, c'était caractéristique de l'Ukraine. Il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il y a du carnosère, mais l'Ukraine avait quand même une densité de sol de ce type-là. Là encore, je mets quelques petits guillemets. Je peux pas vous donner je peux pas vous donner des chiffres dessus. Je sais que c'est un des sols caractéristiques de l'Ukraine. Maintenant, est-ce que c'est 50% de ces sols, c'est 20% de ces sols? J'en sais rien. Oui, mais Et il n'y a pas que l'Ukraine qui a du carnosert. Mais ça m'a frappé parce qu'on a eu des photos de sol, disons que des profils de sol où on voyait effectivement des métaux, enfin des obus de sol. Et c'est terrible parce que c'est comme si on impactait voilà, notre grenier. Et c'est vraiment c'est là où il y avait les plus belles productions de blé quasiment au monde. Avec, je vous dis, des pratiques qui n'étaient pas forcément agroécologiques. Dans le Moyen-Orient, là où ça se passe, c'est un peu différent parce que c'est intéressant d'ailleurs parce que la partie Perse et tout ça, en fait, entre le Tigre et l'Euphrate, c'est un peu le début de notre humanité. Et c'était des sols qui étaient les plus fertiles du monde. Et si vous regardez maintenant l'état de ces sols, bah, ça montre ce que c'est qu'un sol dégradé, quoi. Que maintenant, ces sols qui étaient qui ont baigné le début de l'humanité, eh ben, ils baignent plus du tout l'humanité maintenant. Ces sols-là sont extrêmement pauvres et dénutris. et ça Alors, c'est en évidemment, raison quand je vous fais une généralité comme ça dépend aussi de. Il y a encore des bons sols dans ces endroits-là, mais je veux dire, quelque part, par rapport à le capital qu'ils avaient au départ, a été quand même bien attaqué, quoi. Alain Broman, je vous remercie. Quant à vous, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format sur MC Étal sa science. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à vous abonner pour la suite de ces épisodes. Et moi, je vous dis à très vite. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.